Ma belle-mère m'a forcé à signer un contrat de mariage sans bien. J'ai signé le mien avec une clause d'infidélité. Au mariage, l'avocat n'a lu qu'un paragraphe et mon beau-père a pâli. L'avocat Marcus Deveraux se leva de la table des invités et tapota légèrement son verre avec une cuillère. La salle se tut. J'étais assise à côté de Dexter, ma main reposée dans la sienne, chaude et légèrement moite. Il souriait, mais je voyais ses mâchoires crispées. En général, on ne lit pas les contrats de mariage à haute voix lors des mariages. Commença Marcus et plusieurs invités rirent. Mais la mariée a demandé une exception. Écoutons donc ce dont les jeunes mariés ont convenu. Viviane, ma belle-mère, était assise en face, le visage impassible. Son mari Ronald lui a posé la main sur l'épaule. Geste de soutien ou d'avertissement, je ne savais pas. Marcus a déplié le papier et a commencé à lire d'une voix monotone, comme on lit habituellement les documents juridiques. Renonciation aux droits sur l'entreprise, de séparation des biens, clause standard concernant la pension alimentaire en cas de naissance d'enfants. Les invités s'ennuyaient, certains ont sorti leur téléphone. Puis Marcus est arrivé au dernier paragraphe. En cas d'adultère de la part de Dexter Harris, Leila Kershaw recevra 30% de tous les actifs de la famille Harris, y compris les actions de la société, les biens immobiliers et autres biens matériels. Cette clause prend effet à compter de la date d'enregistrement du mariage. Le silence était si pesant que j'entendais quelqu'un faire tomber une fourchette dans la cuisine. Ronald pâlit. Il se leva brusquement, renversa sa chaise dans un grand bruit et quitta la salle sans dire un mot. Viviane me regardait comme si je venais de tuer un membre de sa famille. Dexter me serra la main si fort que j'en eus mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel me murmura-t-il à l'oreille sans lâcher ma main. Les invités se mirent à murmurer. Tara, mon amie et collègue du salon, était assise à la table voisine et avait du mal à retenir son sourire. C'est elle qui m'avait poussé à franchir le pas lorsque Viviane avait commencé à faire pression. S'ils veulent un contrat, qu'ils aient un contrat, avait-elle dit alors que nous fermions le salon tard dans la soirée. Il y a 3 semaines, Viviane était venue chez moi. Dexter était sur le chantier et j'étais assise sur le canapé avec une tasse de thé, essayant de ne pas vomir à cause de mes nausées matinales. Elle ne s'est pas assise, mais était restée debout au milieu du salon, un dossier à la main. Tu dois signer ça, m'a-t-elle dit sans me saluer. Dexter est d'accord. J'ai pris le dossier, un contrat de mariage, 23 pages en petits caractères, mais l'essentiel était simple. Je renonçais à toute prétention sur l'entreprise familiale. L'entreprise de construction Harrison, fondée par Ronald il y a 30 ans, devait rester dans la famille. Et moi, Leila Kershaw, fille d'une caissière de supermarché, je ne faisais pas partie de la famille. Pourquoi Dexter ne me l'a-t-il pas donné lui-même demandai-je. Parce qu'il est trop gentil, répondit Viviane. Il est tombé amoureux et c'est merveilleux. Mais les affaires sont les affaires, Leila. Tu sembles être une fille gentille, mais j'ai déjà vu des filles comme toi. Vous séduisez les hommes, puis vous leur prenez tout. Je posai le dossier sur la table. Je ne suis pas comme ça. Alors tu n'auras aucun mal à signer. Elle est partie, me laissant avec ce contrat et un goût amer dans la bouche qui n'avait rien à voir avec ma grossesse. J'ai appelé Tara, elle est venue j'ai avec une bouteille de vin pour elle et du jus pour moi. Signe, m'a-t-elle dit en feuilletant les pages. Mais ajoute ta clause à propos de l'infidélité. Dexter ne me trompera pas, ai-je rétorqué. Tara m'a regardée comme si j'étais une enfant naïve. Peut-être, mais s'ils veulent se protéger, pourquoi ne ferais-tu pas de même? J'ai sérieusement réfléchi à ces paroles, puis je me suis souvenu d'un nom. Marcus Devrault. Il était client de notre salon, il venait une fois par mois pour se faire couper les cheveux et teindre ses tempes grisonnantes. Nous n'avons jamais parlé de notre vie privée, mais il était avocat, et lorsque je lui ai demandé s'il pouvait examiner le contrat, il a accepté. C'est un document intéressant, a-t-il dit, assis dans mon fauteuil pendant que je lui coupais les cheveux à l'arrière de la tête. Ils veulent vraiment que tu n'obtiennes rien, c'est leur affaire, je comprends. Tu comprends? Marcus m'a regardé dans le miroir. Leila, tu vas épouser leur fils. Tu portes son enfant et il te considère comme une menace. Je suis restée silencieuse. Il avait raison. Marcus a ajouté la clause sur l'infidélité et j'ai signé le contrat. Dexter ne l'avait même pas lu avant de le signer. Il faisait confiance à sa mère, ou peut-être donc qu'il ne s'intéressait tout simplement pas aux détails. Maintenant que toute la salle nous regardait et que Viviane me lançait des regards furieux, j'ai soudainement pris peur. Qu'avais-je fait? Dexter a lâché ma main et s'est levé. Excusez-moi, a-t-il dit aux invités en essayant de sourire. Tout va bien, continuez à faire la fête. La musique a repris, mais l'ambiance était gâchée. Dexter m'a prise par le coude et m'a conduite vers la sortie. Nous nous sommes retrouvés dans le couloir de l'hôtel, loin des invités. Qu'est-ce que c'était que ça? Sa voix était calme, mais j'y percevais de la colère. Ta mère m'a fait signer un contrat dans lequel je renonce à tout. J'ai simplement ajouté ma clause. Une clause sur l'infidélité? Leila, tu es sérieuse. Et pourquoi pas? Tu ne vas pas me tromper, n'est-ce pas? Je ne vois donc pas où est-ce le problème. C'est une simple précaution, tout comme le contrat lui-même, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux, de la confusion, peut-être même de la culpabilité, puis il s'est essuyé le visage avec la main. Bien sûr que non, mais on dirait que tu ne me fais pas confiance. Je te fais confiance, mais ta famille, non. Il voulait dire quelque chose, mais Viviane arriva à ce moment-là. Elle marchait rapidement, le visage rouge de colère. Toi, dit-elle en me pointant du doigt, tu as transformé cette journée en cirque. Comment oses-tu? Je me suis simplement défendue, répondis-je aussi calmement que possible. Tout comme vous avez défendu votre entreprise. Défendu, tu as offensé notre famille. Ronald est parti, il ne veut même pas revenir au mariage de son propre fils. Dexter s'interposa entre nous. Maman, discutons-en plus tard.
Plus tard, Dexter, tu ne comprends pas, elle te manipule. Elle est tombée enceinte exprès et maintenant ça, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Elle est tombée enceinte exprès, comme si j'avais tout planifié, comme si je n'étais pas sincèrement tombée amoureuse de cet homme qui se tenait devant moi et qui ne me défendait même pas contre sa propre mère. J'ai rencontré Dexter il y a 1 an, il est entré dans le salon avant un rendez-vous important, son coiffeur habituel était malade et il avait besoin d'une coupe de cheveux en urgence. J'étais libre et il s'est assis dans mon fauteuil. Nous avons parlé de tout, du travail, de la vie, de la difficulté de trouver un bon café en ville. Il était drôle, facile à vivre. Il n'était pas comme les clients fortunés, habitués à ce que tout leur soit permis. Il est revenu une semaine plus tard, pas pour se faire couper les cheveux, mais pour m'inviter à prendre un café. Nous nous sommes fréquentés pendant 3 mois et j'ai senti que je tombais amoureuse. Il me parlait de son travail d'ingénieur dans l'entreprise familiale, de son rêve de créer quelque chose à lui, de sa lassitude face à la pression de ses parents. Mais il ne parlait jamais de Jocelyn. J'ai appris son existence par hasard alors que nous étions au restaurant et que la serveuse, qu'il avait reconnue, lui a demandé comment allait sa petite amie architecte. Nous nous sommes séparés, a-t-il répondu laconiquement, et je n'ai pas insisté. Il y a 3 mois, j'ai fait un test. 2 bandes, j'étais assise par terre dans la salle de bain et je pleurais, non pas de chagrin, mais de peur. Que dirait-il? Nous n'avions pas prévu cela. Quand je lui ai dit, Dexter est d'abord resté silencieux. Puis il m'a prise dans ses bras et m'a dit: alors nous devons nous marier, pas je t'aime et je veux fonder une famille avec toi. Juste, il faut se marier. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, j'étais simplement heureuse. Mais maintenant, debout dans le couloir de l'hôtel, je comprenais. Il ne s'était pas marié avec moi. Il s'était marié avec l'idée d'une vie normale que je lui avais accidentellement proposée. Le mariage s'est terminé tôt, la plupart des invités sont partis juste après le dessert. Ronald n'est jamais revenu, Dexter et moi sommes allés dans la chambre d'hôtel qu'il avait réservée pour la nuit de noces. J'étais assise sur le bord du lit dans ma robe de mariée et il se tenait près de la fenêtre. Le téléphone a sonné à minuit. Dexter a regardé l'écran et est sorti sur le balcon. Mais j'ai quand même entendu des bribes de conversation. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Pause. Je ne peux pas maintenant. Joss, tu comprends. Nouvelle pause. Oui, je sais, je sais. Il est revenu 5 minutes plus tard, le visage pâle, les yeux rouges. Qui t'a appelé? Ai-je demandé, même si je devinais déjà la réponse. Le travail, un problème sur le chantier. Il a rapidement rangé son téléphone dans sa poche, mais j'ai eu le temps de voir le nom s'afficher à l'écran avant qu'il n'appuie sur le bouton de verrouillage. Jocelyn. La première semaine après le mariage, Dexter n'a presque pas dormi à la maison. Le travail, disait-il. Des problèmes sur le chantier à Beaverton, puis une réunion urgente avec des entrepreneurs à Eugene. J'acquiesçais, je souriais, je préparais des dîners qu'il ne mangeait pas car il rentrait tard quand je dormais déjà. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, un cadeau de mariage de Ronald, une maison à 2 étages en banlieue avec un grand jardin et un garage pour 2 voitures. Trop grande pour nous deux, je me promenais dans les pièces vides et j'essayais d'imaginer comment notre enfant grandirait ici, comment nous prendrions notre petit déjeuner ensemble dans la cuisine avec vue sur le jardin. Mais Dexter n'était pas dans ces images, il se dissolvait, devenait transparent. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Je lui ai préparé ses plats préférés, comme la lasagne qu'il avait tant appréciée lors de notre 3e rendez-vous. Je laissais des petits mots dans son sac avec des sourires et des cœurs, je lui posais des questions sur son travail, je l'écoutais quand il daignait enfin parler, mais il me regardait comme si je faisais partie du mobilier. Un matin, je me suis réveillée à 6 heures avec des nausées. Je me suis précipitée dans la salle de bain où j'ai vomi et quand je suis revenue, Dexter était déjà en train de s'habiller. Chemise, cravate, veste, il ne m'a même pas demandé comment je me sentais. Tu pars? Ai-je demandé, debout dans l'embrasure de la porte de la chambre. On commence tôt aujourd'hui, a-t-il répondu sans se retourner. Je rentrerai peut-être tard. Dexter, ai-je dit en m'approchant. On pourrait discuter ce soir, juste discuter? Il m'a enfin regardé, il n'y avait ni colère ni irritation dans ses yeux, il essayait de me regarder, mais on voyait bien que ses pensées étaient ailleurs, déjà ailleurs. À propos de quoi? À propos de nous, à propos de l'enfant, à propos de ce qui se passe. Il ne se passe rien, Léla, je travaille simplement beaucoup. Papa veut que je prenne en charge un nouveau projet et c'est important. Il m'embrassa sur le front, rapidement, machinalement, puis il partit. Je restais debout au milieu de la chambre, vêtu de son vieux t-shirt que je portais en guise de chemise de nuit, et je sentis quelque chose se briser en moi. Au travail, c'était plus facile. Au salon, je pouvais tout oublier, me concentrer sur les cheveux des clientes, sur leurs histoires, sur l'odeur de la teinture et du shampoing. Tara m'a accueilli avec un café décaféiné et un muffin. Comment vont les jeunes mariés? M'a-t-elle demandé en s'appuyant sur sa chaise. Très bien, ai-je répondu machinalement. Elle ne m'a pas cru, elle me connaissait trop bien. Leïla, on dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. C'est juste la nausée. La nausée ne fait pas de cernes aussi foncées sous les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais balayer la question d'un revers de main, dire que tout allait bien, mais les mots ont soudainement jailli. Il est en train de disparaître, Tara. Physiquement, il est à la maison, mais en réalité, il n'est pas là. Il ne me demande pas comment je me sens, il ne s'intéresse pas au bébé, il est juste absent. Tara a posé sa main sur mon épaule. Les hommes réagissent souvent ainsi à la grossesse, ils ont besoin de temps pour s'y habituer. Nous sommes déjà mariés, Tara, et il continue à se comporter comme si de rien n'était. Elle voulait répondre quelque chose, mais une cliente est entrée et la conversation s'est terminée. J'ai travaillé jusqu'à midi, j'ai coupé, teint, souri.
Mais quelque chose me rongeait à l'intérieur. L'intuition. Les femmes sentent toujours quand quelque chose ne va pas. Le soir, j'ai décidé de ranger. Dexter avait laissé sa veste sur le dossier d'une chaise dans la salle à manger, ce qui était rare car d'habitude, il la rangeait dans l'armoire. Je l'ai prise pour la monter à l'étage et j'ai senti quelque chose bouger dans la poche. Un bout de papier, je l'ai sorti par curiosité et une échographie, en noir et blanc, un peu flou. Ce n'était plus un haricot, mais un vrai bébé avec une tête, des bras et des jambes. En bas, il y avait une inscription: Jocelyn Ferris, 22 semaines. Je me tenais au milieu de la salle à manger, cette image dans les mains et le temps semblait s'être arrêté. 22 semaines. J'ai commencé à compter, j'en suis à 15 semaines. Jocelyn a 7 semaines d'avance, cela signifiait qu'elle était tombée enceinte alors qu'elle était encore avec Dexter, avant qu'elle ne le quitte. Tara est arrivée 15 minutes plus tard avec une bouteille de vin et un paquet de chips. En voyant mon visage, elle a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Je lui ai montré la photo. Où as-tu trouvé ça? Dans sa veste. Tara a examiné la photo en fronçant les sourcils. 22 semaines. Ça fait plus de 5 mois, Laëlle, tu en es à 15 semaines. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte alors qu'ils étaient encore ensemble. Et il le savait depuis tout ce temps. Ce n'est peut-être pas ce que tu penses. Elle lui a peut-être simplement demandé d'être là pour elle en tant qu'amie. Ils ont été ensemble autrefois. Tara, il cache son échographie dans la poche de sa veste. Il la garde sur lui, elle ne savait pas quoi répondre. Elle s'est assise à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Je ne pleurais pas, je suis juste restée assise à regarder le mur, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Tu vas lui parler demanda Tara. Je ne sais pas, et qu'est-ce que je vais lui dire? Pourquoi tu gardes l'échographie de ton ex dans ta poche? Il dira que ça ne me regarde pas, qu'elle est son amie, que j'exagère. Mais ça te regarde, Leïla? Tu es sa femme. Sa femme. Un mot qui aurait dû résonner fièrement, mais qui me semblait désormais vide de sens. Le lendemain, j'ai appelé Jocelyn, j'ai trouvé son numéro sur les réseaux sociaux. Elle tenait une page pour son bureau de design. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la sonnerie. Allô? Sa voix était douce, légèrement enrouée. Jocelyn, c'est Leïla, Leïla Harrison, la femme de Dexter. Pause, une longue et lourde pause. Je sais qui vous êtes. Il faut qu'on parle, on peut se voir, une autre pause. D'accord. Quand? Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un café du centre-ville. Je n'ai pas dormi de la nuit, repassant dans ma tête ce que j'allais lui dire, comment j'allais me comporter. Dexter est rentré tard, sentant à nouveau la poussière du travail et la fatigue. Il s'est couché sans même me demander comment s'était passée ma journée. Jocelyn était plus grande que moi, mince malgré son ventre proéminent. Ses cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval basse. Son visage était sans maquillage, mais tout aussi beau. Elle était assise dans un coin du café, tenant une tasse de thé à deux mains. Bonjour, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Bonjour. Nous restâmes silencieuses pendant une minute. La serveuse m'apporta de l'eau citronnée car je ne pouvais pas boire de café à ce moment-là. J'ai trouvé ton échographie dans la veste de Dexter, dis-je sans détour. Il était inutile de tourner autour du pot. Jocelyn baissa les yeux. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il le portait. Tu es à combien de semaines? 26 maintenant. Donc tu es tombée enceinte quand tu étais encore avec lui. Oui, nous nous sommes séparés avant que je le sache, je l'ai appris plus tard. Je me suis assise, je l'ai regardé et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. De la colère, de la douleur, de la jalousie. Pourquoi l'as-tu quitté? Ai-je demandé. Jocelyn m'a regardé avec surprise. Il ne te l'a pas dit? Il m'a dit que tu ne voulais pas d'une relation sérieuse. Elle a souri amèrement. Non, je le voulais vraiment. Nous étions ensemble depuis près de 3 ans, Léla. Je voulais me marier, avoir des enfants. Mais sa famille, Viviane faisait tout pour que je me sente inférieure. Elle disait que je me servais de Dexter pour faire avancer ma carrière grâce à sa famille. Elle disait ça devant moi, devant Dexter, devant Ronald, et Dexter, il ne m'a pas défendu. Jamais. Quelque chose en moi s'est refroidi. Je connaissais cette sensation. Je savais ce que c'était que d'être à côté de Dexter et d'entendre les insultes de sa mère pendant qu'il restait silencieux. Je n'ai pas tenu le coup, a poursuivi Jocelyn. J'ai rompu. Je pensais que ce serait mieux pour moi et pour lui, et un mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de lui dire, j'ai repoussé le moment, et puis j'ai appris qu'il t'avait épousée. Quand lui as-tu dit? À ton mariage, je t'ai appelé le soir même. Je ne pouvais plus me taire, c'était donc cet appel sur le balcon. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tout s'expliquait désormais. Il t'aime, dis-je doucement. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Jocelyn n'a pas contesté. Elle a simplement hoché la tête. Et je l'aime aussi, mais cela ne change rien. Il est marié, avec toi, et tu vas aussi avoir un enfant. Il ne m'aime pas, ai-je dit, et cela a sonné plus fort que je ne l'avais prévu. Je le vois, je le sens. Il m'a épousée parce que j'étais enceinte et qu'il a décidé de faire ce qu'il fallait. Mais son cœur est avec toi, il l'a toujours été. Jocelyn me regardait et ses yeux reflétaient une fatigue si profonde qu'on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des mois. Je ne veux pas détruire ton mariage, Léla, vraiment pas. J'essaie de m'en sortir toute seule, je fais tout pour qu'il m'oublie. Mais il est au courant pour le bébé. Bien sûr qu'il est au courant. Je lui ai dit lors du mariage, mais je lui ai aussi dit que je n'avais pas besoin de son aide, que je m'en sortirais toute seule, qu'il devait construire sa vie avec toi. Mais il ne le fait pas, ai-je dit d'une voix tremblante. Il est physiquement avec moi, mais mentalement il est avec toi. Il me regarde sans me voir, il ne s'intéresse pas à ma grossesse, il n'est venu à aucun de mes échographies. Il est tout le temps au travail, il n'est presque jamais à la maison, mais il garde ton échographie dans la poche de sa veste. Jocelyn a couvert son visage de ses mains. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il agissait ainsi. Je pensais...
Je pensais qu'il m'avait laissé partir. Je me suis levée. Mes mains tremblaient, mes genoux fléchissaient. Je dois y aller, Leïla. Elle s'est levée aussi. Je suis vraiment désolée. Si seulement les choses avaient été différentes, mais elles ne le sont pas, l'interrompis-je. Il est marié avec moi, mais il pense à toi. Et nous le savons toutes les deux. Je sortis du café par cette froide journée d'automne. Les feuilles bruissaient sous mes pieds. Le ciel était gris, tout comme mon humeur. Je me suis assise dans la voiture et je suis restée là, à regarder devant moi. Les dernières semaines défilèrent dans ma tête comme les images d'un film. Comment Dexter me regardait sans me voir. Comment il se souvenait du bon vieux temps. Comme il se souciait peu de ma grossesse, il ne me demandait pas comment je me sentais, ne m'accompagnait pas aux échographies, ne discutait pas des prénoms, je pensais qu'il n'était tout simplement pas prêt, qu'il avait besoin de temps, mais en réalité il n'était tout simplement pas avec moi. Mentalement, il était avec Jocelyn, il l'avait toujours été. Le soir, je l'attendais à la maison, j'étais assise dans le salon sans allumer la lumière. Il est arrivé à 9 heures, fatigué, avec son porte-documents à la main. Leïla, pourquoi es-tu assise dans le noir? J'ai allumé la lampe, il a plissé les yeux à cause de la lumière. Il faut qu'on parle. Maintenant, je suis très fatiguée, peut-être demain, à propos de Jocelyn et de ce qui se passe entre elle, toi et moi. À propos de tout ce que tu me caches, il s'est figé, la mallette lui a échappé des mains et est tombée sur le sol, et dans le silence, cela a résonné comme un coup de feu. Dexter ramassa la mallette, la posa sur la table et s'assit sur le canapé en face de moi, le visage gris, les yeux fatigués. Il n'essaya pas de nier, ne demanda pas comment je le savais. Il resta simplement assis, les yeux fixés sur le sol. Que sais-tu demanda-t-il finalement. Assez, je sais que Jocelyn est enceinte, qu'elle est tombée enceinte quand vous étiez encore ensemble, que tu gardes son échographie dans ta poche, que tu l'aimes. Il acquiesça, lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Je ne voulais pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Nous sommes restés silencieux. L'horloge murale faisait tic-tac, une voiture est passée devant la fenêtre. Des bruits ordinaires d'une soirée ordinaire, mais tout semblait irréel. Pourquoi m'as-tu épousée ai-je demandé. Si tu l'aimes, Dexter m'a enfin regardé. Il y avait quelque chose qui ressemblait à du désespoir dans ses yeux. Parce qu'elle m'a quitté, parce que je pensais que tout était fini, parce que tu es tombée enceinte et que j'ai décidé que c'était un signe, qu'il fallait aller de l'avant, commencer une nouvelle vie, faire les bons choix. Les bons choix, ai-je répété. Et qu'y a-t-il de bon à épouser une femme que tu n'aimes pas? Il détourna à nouveau le regard. Je pensais que j'allais l'aimer, je pensais qu'avec le temps, tu es gentille, Leila, tu es bonne, attentionnée. Je voulais que ça marche. Mais ça n'a pas marché. Non, et puis elle a appelé pendant le mariage, elle a dit qu'elle était enceinte, et j'ai compris que je m'étais trompée, que je n'avais pas épousé la bonne personne, les mots me frappaient comme des gifles, chaque mot, je le savais, je le sentais, mais l'entendre à voix haute était différent, plus douloureux. Elle ne veut pas que tu reviennes, dis-je doucement. Je lui ai parlé, elle a dit qu'elle s'en sortirait toute seule. Je sais, elle m'a dit la même chose, mais je ne peux pas simplement l'oublier, Leila. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais je n'y arrive pas. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Derrière la vitre, il faisait noir, seuls les reflets des lampadaires brillaient. Alors divorçons, ai-je dit sans me retourner. En bons termes, sans scandale, sans procès, je prendrai mes affaires, tu m'aideras financièrement pour l'enfant et chacun suivra son chemin. Dexter restait silencieux. Je me suis retournée, il était assis, me regardait, les mains serrées en poing. Tu es d'accord avec ça a-t-il demandé. Et quel autre choix ai-je? Vivre avec un homme qui en aime une autre? Te regarder t'éloigner de moi chaque jour davantage? Élever un enfant dans une maison où il n'y a pas d'amour? Ce serait une torture pour moi, pour toi, pour l'enfant. Mieux vaut se séparer maintenant tant que nous pouvons encore le faire normalement. Il se leva et s'approcha de moi, il posa sa main sur mon épaule, je ne me suis pas écartée, même si j'en avais envie. Je suis désolé, dit-il, je ne voulais pas te faire de mal, mais tu m'as fait du mal, oui, c'est vrai. Les jours suivants, nous ne nous sommes presque pas parlé. Dexter dormait dans la chambre d'amis, moi dans notre chambre. Nous nous croisions le matin et le soir et ne parlions que de choses pratiques. Je pensais que nous allions rapidement trouver un accord. Je prendrais mes affaires, il m'aiderait à trouver un logement et me verserait une pension alimentaire et tout serait terminé. Mais ensuite, Viviane est arrivée. Elle est venue sans prévenir, a fait irruption dans la maison alors que j'étais dans la cuisine. Dexter était au travail. Elle se tenait au milieu du salon, le visage rouge de colère. Où est Dexter? Au travail, ai-je répondu aussi calmement que possible. Très bien, alors parlons sans lui. J'ai entendu dire que tu voulais divorcer. Oui, nous le voulons tous les deux. Parfait. Alors prends tes affaires et pars. Tout de suite. J'ai posé la tasse que je tenais. Nous discuterons des détails avec Dexter, du soutien financier de... Il n'y aura aucun soutien financier, m'interrompit-elle. Tu recevras ce qui t'est dû légalement, le minimum, et tu en seras reconnaissante. Je suis enceinte, Viviane, de votre petit-fils. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous? Elle s'approcha, me regardant avec un tel mépris que j'eus du mal à me contenir. Cela signifie que tu es tombée enceinte exprès pour t'accrocher à notre famille, que tu avais prévu cela dès le début, et maintenant que ça n'a pas marché, tu veux nous soutirer de l'argent. Ce n'est pas vrai. Vrai? Alors pourquoi as-tu ajouté cette clause au contrat? À propos de l'infidélité, tu savais dès le début que quelque chose n'allait pas. Tu as utilisé Dexter. Je suis restée assise, je la regardais et je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-elle déformer ainsi la réalité? J'ai ajouté cette clause parce que vous m'avez forcé à signer un contrat dans lequel je renonçais à tout. Je me suis simplement protégée. Protégée ou piégée?
Tu savais pour Jocelyn, tu savais que Dexter l'aimait, et tu t'en es servi. Je ne savais pas, je n'ai appris son existence qu'après le mariage. Viviane sourit, un sourire froid, sans chaleur. Peu importe ce que tu dis, tu n'auras rien d'autre que ce que nous te donnerons, et ce sera le minimum. Elle est partie, me laissant seule dans la maison vide, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai appelé Dexter, il ne répondait pas, j'ai rappelé, et encore, il a finalement décroché. Lyle, je suis en réunion. Ta mère vient de passer, elle a dit que je n'aurais rien, que je t'avais manipulé, Dexter. Pause. Une longue, douloureuse pause. Je vais lui parler. Quand? Bientôt, je te le promets. Il n'a pas parlé. Le lendemain, Ronald est venu. Il était plus calme que Viviane, mais il y avait la même froideur dans ses yeux. Nous étions assis à la table de la cuisine. Dexter était assis à côté, regardant la table en silence. Nous sommes prêts à vous aider, a commencé Ronald, mais dans la limite du raisonnable. 5 000 $, c'est plus que suffisant pour que tu commences une nouvelle vie. Je le regardais, n'en croyant pas mes oreilles. 5 000 pour un enfant, pour le fait que votre fils ait détruit ma vie. Dexter n'a rien détruit, dit froidement Ronald. C'est toi qui as décidé de te marier, personne ne t'y a forcé. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait fonder une famille. C'était vrai, mais les choses ont changé. Ça arrive. Alors prends cet argent et ne touche plus jamais à notre famille, espèce de traînée. Ce dernier mot m'a fait l'effet d'un coup de poing. Dexter était assis à côté, silencieux. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas contredit mon père. Il est simplement resté assis. Dexter, lui ai-je dit en me tournant vers lui, tu vas le laisser me parler comme ça. Il a levé les yeux. Dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais aucun mot n'est sorti. Papa, tu ne devrais peut-être pas. Je ne devrais pas quoi? Ronald s'est levé. Lui donner plus qu'elle ne mérite? Dexter, elle t'a utilisé, et maintenant elle veut te soutirer de l'argent. Tu ne vois pas ça? Je ne l'ai pas utilisé, ai-je crié en me levant à mon tour. Je suis tombée amoureuse de lui, je suis tombée enceinte, j'ai essayé de fonder une famille, et pendant tout ce temps, il pensait à une autre. Alors pourquoi as-tu ajouté cette clause au contrat? Demanda froidement Ronald. À propos de l'infidélité, si tu faisais autant confiance à Dexter, je me tue. Il avait raison, j'avais ajouté cette clause parce que je ne lui faisais pas confiance, parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais comment pouvais-je leur expliquer cela? Tu vois, continua Ronald, tu avais tout prévu depuis le début, alors prends l'argent et pars. Il jeta l'enveloppe sur la table et partit. Dexter resta assis, les yeux fixés sur l'enveloppe. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, mais il restait silencieux. Et dans ce silence, j'ai compris, il était d'accord avec mes parents, il voulait que je parte, sans argent, sans rien, que je disparaisse de sa vie et que je ne lui rappelle pas l'erreur qu'il avait commise, et il croyait que j'avais tout planifié. J'ai pris mon téléphone et je suis sortie de la cuisine. Je suis montée dans la chambre, j'ai rassemblé mes affaires dans 2 sacs. Pas grand-chose, juste des vêtements, des cosmétiques, des documents. J'ai laissé le reste. Dexter n'est pas venu, je l'entendais marcher en bas, mais il ne m'a pas arrêté. Je suis allée chez Tara. Elle a ouvert la porte, a vu mes sacs et m'a prise dans ses bras sans poser de questions. Je me suis assise sur son canapé, j'ai bu du thé et j'ai essayé de ne pas pleurer. Mais les larmes coulaient toutes seules. Que s'est-il passé? A demandé Tara en s'asseyant à côté de moi. Je lui ai tout raconté, la conversation avec Dexter, Vivienne, Ronald, les 5 000 $ et l'insulte. Tara m'écoutait et à chaque mot, son visage devenait de plus en plus tendu. Ils ne peuvent pas te traiter comme ça, m'a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Ce n'est pas juste, mais que puis-je faire? J'ai signé le contrat, j'ai renoncé à tout. Tu as ajouté une clause concernant l'infidélité. Mais techniquement, Dexter ne m'a pas trompé après le mariage, Jocelyn était enceinte avant que nous nous rencontrions, Tara s'est levée et a fait les 100 pas dans la pièce. Appelle Marcus tout de suite, qu'il examine la question d'un point de vue juridique. Je l'ai appelé le lendemain matin, Marcus a accepté de nous rencontrer le jour même. Nous sommes arrivés à son bureau, un petit local dans le centre-ville, il nous a accueillis, un dossier à la main. Racontez-moi tout depuis le début, a-t-il dit lorsque nous nous sommes assis. Je lui ai tout raconté, à propos de Jocelyn, de sa grossesse, du fait que Dexter l'aimait, de ses parents et de leurs propositions. Marcus écoutait attentivement et prenait des notes. C'est une situation intéressante, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Jocelyn est tombée enceinte avant votre mariage, mais c'est pour ça que Dexter t'a épousée? Oui, il a dit lui-même qu'elle l'avait quitté et qu'il avait décidé de passer à autre chose. Et puis il a appris qu'elle était enceinte après le mariage. Et ça l'a brisé, il a compris qu'il avait épousé la mauvaise personne. Oui, Marcus a hoché la tête et a noté quelque chose. Techniquement, cela peut être qualifié de violation du contrat. Mais il ne m'a pas trompé physiquement après le mariage. La trahison émotionnelle est aussi une trahison, Leïla, surtout si elle est la cause principale de la rupture du mariage et surtout si la cause est un enfant né hors mariage. Dexter t'a épousé, mais son cœur appartenait à une autre femme. Il est resté en contact avec elle, a porté son échographie, a pensé à elle, et s'il demande le divorce pour cette raison, si l'affaire est portée devant les tribunaux, l'avocat pourra facilement monter un dossier sur cette base. Je le regardais, essayant de comprendre ses paroles. Que proposes-tu? Leur poser un ultimatum, soit Dexter oublie Jocelyn et reste avec vous comme un vrai homme, physiquement, émotionnellement, financièrement. Soit vous divorcez et vous obtenez tout ce qui est prévu dans le contrat, 30% des actifs. Mais je ne veux pas rester avec lui, il ne m'aime pas. Alors, deuxième option, un divorce avec paiement selon le contrat.
Ils peuvent le faire à l'amiable en s'entendant pacifiquement, ou devant les tribunaux où l'affaire peut traîner pendant des mois et leur réputation en pâtira. C'est à eux de choisir. Tara me serra la main. Fais-le, Leila, tu mérites mieux. Marcus leur a envoyé une lettre le lendemain, formelle, juridique, exposant tous les faits et contenant un ultimatum: soit Dexter reste un mari à part entière, soit divorce avec indemnité contractuelle. La manière de procéder à leur choix. La réponse est arrivée 2 jours plus tard. Rendez-vous chez leur avocat familial. Je suis venue avec Marcus, Tara attendait dans la voiture pour me soutenir moralement. Dexter était assis entre Viviane et Ronald, le visage pâle. Leur avocat, un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et à l'air sévère, était assis à une table avec des dossiers devant lui. Bonjour, a-t-il commencé. Je m'appelle Walter Cliff, je représente les intérêts de la famille Harrison. Nous estimons que le contrat signé par Madame Harrison n'est pas valide. Marcus a souri. Sur quelle base? Sur la base du fait que la clause relative à l'infidélité a été ajoutée sans le consentement de Monsieur Harrison. Il n'en a pas été informé lors de la signature. Monsieur Harrison a eu la possibilité de lire le contrat avant de le signer, répondit calmement Marcus. S'il ne l'a pas fait, c'est sa responsabilité et non celle de ma cliente. Walter fronça les sourcils. De plus, il n'y a eu aucune infidélité. Monsieur Garrison n'a pas eu de relations physiques avec Mademoiselle Ferris après le mariage. La trahison émotionnelle et l'enfant né hors mariage constituaient également une violation de la fidélité conjugale, a déclaré Marcus en ouvrant son dossier. J'ai des preuves que Monsieur Garrison est resté en contact avec Mademoiselle Ferris, qu'il a porté son échographie, qu'il a pensé à elle et que cela a été la cause principale de la rupture du mariage. Si l'affaire passe devant les tribunaux, nous le prouverons. Dexter restait assis en silence, les yeux fixés sur la table. Viviane serra les lèvres, Ronald fronça les sourcils. Que voulez-vous demanda Walter après un moment. Soit Monsieur Garrison reste le mari à part entière de ma cliente, soit il divorce et verse 30% des actifs prévus dans le contrat, dit Marcus sans détour. C'est impossible. C'est le tribunal qui décidera de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Mais je vous préviens, l'affaire risque de traîner en longueur, la réputation de la famille en pâtira et les frais d'avocat seront considérables. Vivian se leva brusquement. C'est du chantage. C'est la défense des droits de ma cliente que votre famille a offensée et a tenté de priver de ses droits légitimes, répondit calmement Marcus. Je m'assis et regardai Dexter. Il leva enfin les yeux et nos regards se croisèrent. Son regard était vide, il comprenait qu'il était pris au piège, un piège qu'il s'était lui-même tendu. La première audience fut fixée 2 semaines après la réunion avec les avocats. Marcus m'avait prévenu que les Harrison n'abandonneraient pas facilement, mais je ne m'attendais pas à une telle offensive. Leur nouvel avocat, qui n'était pas Walter Cliff, mais une femme du nom de Regina Holt, avait la réputation de mettre ses adversaires en pièces. Elle était grande, vêtue d'un costume coûteux, avec des yeux gris et froids. Quand elle me regardait, j'avais la chair de poule. Madame Harrison, commença-t-elle lors de la première audience, n'est-il pas vrai que vous avez rencontré Monsieur Harrison 3 mois seulement après sa rupture avec sa précédente compagne? Oui, répondis-je en essayant de rester calme, et 3 mois après votre rencontre, vous êtes tombée enceinte. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu rapide? Nous n'avions pas prévu cette grossesse, c'est juste arrivé. C'est juste arrivé, répéta-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ou bien l'avez-vous planifié pour vous attacher à un homme riche? Marcus se leva immédiatement. Objection, votre honneur, cette supposition n'est pas étayée par des preuves. Le juge acquiesça. Accordé, mademoiselle Holt, tenez-vous-en au fait. Mais elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Les audiences suivantes furent tout aussi difficiles. Elle tenta de prouver que j'avais manipulé Dexter, que j'avais délibérément ajouté une clause de trahison dans le contrat, sachant pour Jocelyn, que j'avais profité de la situation à mon avantage. Marcus travaillait sans relâche. Il avait rassemblé tous les messages échangés entre Dexter et Jocelyn. Peu nombreux, mais suffisants pour montrer que Dexter pensait à elle même après le mariage. Les dossiers médicaux confirmaient les dates de grossesse des 2 femmes. Les témoins, une serveuse du restaurant où Dexter avait rencontré Jocelyn une semaine après le mariage, un collègue de travail qui avait vu Dexter regarder une photo de Jocelyn sur son téléphone. Au cours d'une audience, Marcus a appelé Tara à la barre en tant que témoin. Elle a raconté comment je venais au salon après le mariage, épuisée et désemparée, comment Dexter m'ignorait, comment j'essayais de fonder une famille et comment il me repoussait. Elle l'aimait, a déclaré Tara en regardant le juge droit dans les yeux. Elle l'aimait vraiment et elle a essayé. Mais il ne lui en a pas donné la chance. Regina Holt a tenté de discréditer le témoignage de Tara, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. À chaque audience, cela devenait de plus en plus évident. Dexter entretenait une relation affective avec Jocelyn et cela avait détruit notre mariage. Après la 4e audience, Marcus m'a dit: Nous allons gagner, ils le savent, ils vont bientôt proposer un accord. Il avait raison. Une semaine plus tard, Dexter m'a appelé. Sa voix était fatiguée, presque brisée. Lyle, pouvons-nous nous voir pour discuter? De quoi? De l'accord. Nous voulons régler cela sans passer par le tribunal. J'ai accepté. Le rendez-vous a été fixé dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Je suis venue avec Marcus, Dexter avec Jocelyn. Elle avait l'air plus mal en point que lors de notre première rencontre. Le visage pâle, des cernes sous les yeux, le ventre rond, elle en était déjà à environ 30 semaines. Nous nous sommes assis à une table dans un coin. Dexter tournait nerveusement sa tasse entre ses mains. Nous voulons vous proposer un accord, a-t-il commencé.
$75 000 maintenant. Une pension alimentaire de $2 000 par mois jusqu'à la majorité de l'enfant. Le paiement intégral de tous les frais médicaux, de l'éducation, de tout ce qui est nécessaire. J'ai fait le calcul dans ma tête, c'était beaucoup, beaucoup plus que les 5 000 proposés par Ronald, mais moins que 30% des actifs de la société. Pourquoi proposez-vous cela maintenant ai-je demandé. Dexter a échangé un regard avec Jocelyn, elle a posé sa main sur son épaule. Parce que nous voulons en finir, dit-elle doucement. Leïla, je sais que tu as droit à plus. Je sais que nous t'avons fait du mal, mais s'il te plaît, nous voulons simplement continuer à vivre. Je la regardais, son visage fatigué, ses mains qui tremblaient lorsqu'elle tenait la tasse. Elle n'était pas l'ennemie, elle aussi était victime de cette situation. J'accepte, dis-je lentement, mais à une condition. Laquelle Dexter se pencha en avant. Vos parents doivent me présenter des excuses personnelles. Pour tout ce qu'ils ont dit, pour la façon dont ils m'ont traité, pour les insultes. Dexter se figea, Jocelyn lui serra la main. Leïla, c'est ma condition, Dexter, sinon nous poursuivrons l'affaire devant les tribunaux et je prendrai tout ce qui m'est dû en vertu du contrat. Il acquiesça. Je leur parlerai. La conversation avec ses parents, selon Dexter, fut difficile. Viviane criait, Ronald menaçait de déshériter Dexter. Mais lorsque leur propre avocat leur a dit qu'ils avaient de fortes chances de perdre le procès, ils ont fini par accepter. La réunion a été fixée dans le bureau de Marcus. Je suis arrivée en avance, je me suis assise dans le fauteuil, réservé aux clients, et j'ai essayé de respirer calmement. Mon ventre était déjà visible, le bébé bougeait à l'intérieur, comme s'il sentait ma tension. Marcus m'a apporté de l'eau. Tu es prête? Non, mais il faut le faire. Ils sont tous arrivés ensemble. D'abord Dexter et Jocelyn, puis Viviane et Ronald avec Regina Holt. Le bureau me parut soudain exigu, l'air lourd. Nous nous sommes assis autour de la table de négociation, Marcus et moi d'un côté, eux tous de l'autre. Viviane me regardait avec une haine à peine dissimulée, Ronald avec une froide indifférence. Dexter ne regardait personne, Jocelyn lui tenait la main, le visage pâle. Nous sommes ici pour remplir votre condition, commença Regina Holt. Mes clients sont prêts à s'excuser. Marcus acquiesça. Alors commençons. Viviane prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. Leïla, commença-t-elle, chaque mot lui coûtant un effort, nous nous excusons pour ce que nous t'avons dit, pour les insultes, pour notre comportement. Pause. J'attendais, mais elle ne continua pas. Ronald prit le relais. Nous reconnaissons avoir dépassé les bornes. Pardonnez-nous, les mots étaient justes, mais il manquait de sincérité. Seulement le devoir, seulement la nécessité. Puis Viviane a ajouté: mais nous n'oublierons pas ce que tu as fait, et nous ne t'aiderons plus, sauf pour ce que nous avons promis. Quelque chose en moi a éclaté. Toute la fatigue, toute la douleur, toute la colère des derniers mois ont jailli. Je suis responsable. Non, les seuls monstres ici, c'est vous, ai-je dit en me levant. Ma voix tremblait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Vous pensez que je voulais votre argent. Si c'était le cas, j'aurais pris 30%. Je vous aurais fait payer tout ce qui m'était dû selon le contrat. Mais j'accepte moins. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pitié d'elle. J'ai pointé Jocelyn du doigt. Pas de vous, d'elle. Viviane voulut dire quelque chose, mais je ne lui en laissai pas l'occasion. Je suis contente de ne plus jamais vous revoir. Mon enfant et moi ne vivrons pas dans l'enfer que vous auriez créé pour nous. Vous n'acceptez pas Jocelyn, vous ne m'acceptez pas. Personne ne vous convient car vous êtes vous-même toxique et j'ai pitié de Jocelyn. J'ai pitié de son enfant. Parce qu'ils devront grandir dans cet enfer où vous les détesterez et Dexter, je l'ai regardé. Dexter n'aura ni la volonté ni le désir de les protéger, ni maintenant, ni à l'avenir, tout comme il ne m'a pas protégée et ne la protégera pas. Dexter leva la tête. Jocelyn serra sa main plus fort, les larmes lui montèrent aux yeux. Alors oui, nous ne nous reverrons plus jamais, continuai-je, et je ferai tout pour que mon enfant ne sache jamais à quel point ses grands-parents sont des monstres avides, ce qu'ils sont vraiment. Elle ne saura rien de son père sans caractère et sans volonté, elle ne connaîtra que l'amour. Je sentis mes jambes fléchir, la grossesse m'épuisait, et cette conversation m'avait retiré le peu de force qui me restait. Marcus me prit immédiatement par le coude. Léla, assieds-toi. Non, dis-je en retirant ma main. Je m'en vais, je ne veux plus les voir. Je me suis retournée vers la porte, mais je me suis arrêtée près de Jocelyn. Elle me regardait avec une telle fatigue et un tel désespoir que j'ai vraiment eu pitié d'elle. Jocelyn, ai-je dit doucement, je suis désolée que les choses te sont passées ainsi. Vraiment désolée, je te souhaite beaucoup de courage. La force de supporter ces monstres, la force de ne pas craquer une deuxième fois, comme quand ils t'ont forcé à quitter Dexter. Elle se mit à pleurer, Dexter la prit dans ses bras, mais son visage resta impassible, seuls ses sourcils se froncèrent. Viviane était assise, le visage rouge, Ronald serrait les poings. Marcus me soutenait tandis que nous marchions dans le couloir, mes jambes me portaient à peine, mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Nous sommes sortis dans la rue, l'air froid m'a frappé le visage et j'ai enfin pu respirer pleinement. Ça va a demandé Marcus. Oui, ça va maintenant. Nous sommes montés dans sa voiture. J'ai fermé les yeux et posé ma main sur mon ventre. Le bébé bougeait à l'intérieur comme pour me rassurer. Marcus a démarré le moteur mais n'est pas parti tout de suite. Tu as été incroyable là-bas, m'a-t-il dit. J'ai juste dit la vérité. Parfois, la vérité est l'arme la plus puissante. Il m'a conduite chez Tara. Elle m'a accueillie avec des câlins et du thé. Je lui ai tout raconté et elle m'a écoutée, hochant parfois la tête, serrant parfois ma main. Tu as bien fait, a-t-elle dit à la fin. J'espère. Le lendemain, Marcus a appelé. Les Harrison ont accepté toutes les conditions.
$75 000, une pension alimentaire, le paiement de toutes les dépenses. Nous signerons les documents dans une semaine. Je me suis sentie soulagée, mais en même temps vide. C'était fini, mais maintenant, que faire? Le soir, alors que j'étais allongée dans mon lit chez Tara, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu, j'ai hésité, mais j'ai répondu. Allô? Leïla, c'est Jocelyn. Je me suis assise sur le lit. Jocelyn, comment as-tu eu mon numéro? Je l'ai demandé à Dexter. Désolée de t'appeler si tard, je voulais juste te remercier. Pour ce que tu as dit aujourd'hui, pour m'avoir vu, pas eux, moi. Sa voix tremblait. Je l'entendais essayer de ne pas pleurer. Tout va bien, Jocelyn. Non, ça ne va pas. Tu avais raison, ce sont des monstres, et je ne sais pas comment je vais supporter ça. Dexter essaie, mais il ne pourra pas leur résister. Il n'a jamais pu. Alors pars, lui ai-je dit. Prends ton enfant et pars. Je ne peux pas, je l'aime, c'est sans espoir, mais je l'aime. Nous sommes restées silencieuses. Les voitures faisaient du bruit derrière la fenêtre, de la musique jouait au loin. Deux vies, deux femmes qui aimaient le même homme, et toutes deux avaient perdu. Prends soin de toi, Jocelyn, ai-je fini par dire, et de toi aussi, et de ton enfant. Elle a raccroché. Allongée dans le noir, je regardais le plafond et me demandais que va-t-il se passer maintenant? Comment vais-je vivre? Comment vais-je élever mon enfant toute seule? Et pourrais-je un jour faire à nouveau confiance à quelqu'un? Laurel était née par une chaude matinée de mai, alors que les oiseaux chantaient derrière la fenêtre de l'hôpital et que le soleil perçait à travers les nuages. 6 livres et 9 onces, des cheveux foncés, de petits points qui se sont immédiatement agrippés à mon doigt. Lorsque l'infirmière l'a posé sur ma poitrine, moi j'ai pleuré, non pas de douleur ou de fatigue, mais parce que je ressentais enfin quelque chose de pur, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Dexter n'est pas venu, je ne l'attendais pas, il a envoyé l'argent sur le compte, 75 000 comme promis. Et un mois après la naissance de Laurel, le premier versement de pension alimentaire est arrivé. $2000, exactement comme convenu, sans mots, sans appel, juste l'argent. Jocelyn a donné naissance à une fille. Je l'ai appris par hasard en parcourant les réseaux sociaux. Dexter avait publié une photo, un petit bébé dans une couverture rose avec la légende Voici Eliana. Je regardais cette photo et je me demandais, est-il heureux? Jocelyn est-elle heureuse? Ont-ils enfin obtenu ce qu'ils voulaient tant? Les premiers mois avec Laurel ont été difficiles, des nuits blanches, une fatigue constante, la peur de mal faire les choses. Mais Tara était là, elle venait tous les soirs après le travail, m'aider à donner le bain, à nourrir le bébé ou rester simplement à mes côtés quand je me sentais seule. Tu t'en sors très bien, me disait-elle quand je pleurais d'épuisement. Mieux que beaucoup d'autres s'en sortiraient. Je ne pense pas. Si, crois-moi, 6 mois après la naissance de Laurel, Tara et moi avons ouvert un salon, petit, avec 3 fauteuils, dans un quartier calme à la périphérie de Portland. Nous l'avons appelé New Roots, Nouvelles Racines, un nom symbolique pour un nouveau départ. L'argent provenant de l'accord avec les Harrison nous a permis de ne pas nous soucier du loyer pendant les premiers mois, le temps de trouver des clients. Laurel dormait dans sa poussette dans un coin du salon pendant que je coupais et teignais les cheveux. Les clientes l'adoraient. Elles regardaient dans la poussette, souriaient et apportèrent parfois de petits cadeaux. L'une lui a apporté un bonnet tricoté, une autre un cheval en bois. Laurel grandissait entourée des odeurs de shampoing, du bruit des ciseaux et des conversations féminines. Parfois, j'avais l'impression que c'était la meilleure enfance que je pouvais lui offrir. Marcus venait une fois par semaine. Au début, il disait qu'il venait simplement vérifier que tout était en ordre sur le plan juridique, qu'il n'y avait pas de problèmes avec les paiements de Dexter. Mais ensuite, il a commencé à venir sans raison particulière. Il apportait du café, s'asseyait dans un fauteuil libre, parlait de tout et de rien, du temps, des clients, de la croissance de Laurel. Il te ressemble, m'a-t-il dit un jour en regardant Laurel qui jouait avec des cubes sur le sol. Tu sais, je ne vois pas Dexter en lui, ai-je répondu. Et c'est très bien ainsi, c'est même très bien. Laurel avait 9 mois lorsque Jocelyn est entré dans le salon. Je coupais les cheveux d'une cliente lorsque la clochette au-dessus de la porte a sonné. J'ai levé les yeux et je me suis figée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte avec une poussette, fatiguée mais le dos droit. Ses cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval, son visage était sans maquillage, ses vêtements simples, un jean et un pull. Bonjour, dit-elle doucement. Bonjour, répondis-je en posant mes ciseaux. La cliente nous regardait avec curiosité dans le miroir. Je peux te parler quand tu auras fini? J'acquiesçai. Jocelyn s'assit dans un coin et posa la poussette à côté d'elle. Eliana dormait, son petit visage paisible. Laurel était assis sur le tapis, tirant un jouet en plastique vers sa bouche. Deux bébés dans une seule pièce, les enfants d'un même homme. Lorsque j'eus terminé avec la cliente et que je l'eus raccompagnée, le salon se vida. Tara partit pour sa pause déjeuner, nous sommes restés seuls avec Jocelyn et les bébés. Pourquoi es-tu venue? Lui ai-je demandé en m'asseyant en face d'elle. Je voulais te remercier, a-t-elle répondu, pour ce que tu as fait à l'époque, pour ne pas avoir tout pris, pour avoir pensé à moi. Je ne l'ai pas fait pour eux, pour toi. Je sais, et c'est pour ça que je suis venue. Nous sommes restées silencieuses. Laurel s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai bercé. Jocelyn le regardait en souriant. Il est magnifique. Merci, Eliana aussi. Elle a regardé sa fille et son visage s'est adouci. Leïla, je veux que tu saches, Viviane a vraiment essayé de me rendre la vie impossible. Les premiers mois après la naissance d'Eliana ont été horribles. Elle venait tous les jours, critiquait tout, comment je nourrissais mon enfant, comment je dormais avec lui, comment je l'habillais. Ronald restait silencieux, mais il me regardait comme si je leur avais volé quelque chose.
Et Dexter? Jocelyn prit une profonde inspiration. Dexter a appris la vérité. Il a appris que ce sont nos parents qui ont causé notre rupture à l'époque. Que Vivien m'insultait et m'humiliait constamment et qu'il ne faisait rien et il est devenu fou de rage. Je l'écoutais, Laurel dans les bras, il s'est calmé, a posé sa tête sur mon épaule. Il les a coupés de nous, a poursuivi Jocelyn. Il ne les laisse pas voir Eliana, il ne les laisse pas entrer dans notre maison. Il a dit que tant qu'il ne changerait pas, il ne ferait pas partie de notre famille. Et maintenant, ils sont désespérés. Ils comprennent qu'ils pourraient perdre leur petite fille pour toujours. J'écoutais et deux sentiments se disputaient en moi. La joie pour Jocelyn parce que Dexter avait enfin trouvé le courage d'agir et l'amertume parce qu'il avait fait tout cela pour elle et pour moi j'avais vu ce qu'il avait fait. Rien. Tu es contente demanda Jocelyn doucement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je suis contente pour toi, vraiment. Mais je suis amère qu'il n'ait pas fait ça pour moi, que je n'en valais pas la peine. Tu en valais la peine, Léla, c'est juste qu'il ne t'aimait pas autant qu'il m'aime. C'est injuste, mais c'est la vérité. Je sais, Eliana s'est réveillée et s'est mise à pleurer. Jocelyn l'a prise dans ses bras et l'a bercée. Deux femmes, deux bébés. Deux destins liés par un seul homme. Comment va-t-il ai-je demandé. Dexter, il fait des efforts. Il essaie vraiment d'être un bon père, un bon partenaire, mais parfois je vois la culpabilité dans ses yeux. Il pense à toi, à Lorella, il se demande s'il a pris la bonne décision. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que nous sommes tous victimes d'une situation que nous avons créée ensemble, et maintenant nous en subissons les conséquences. Elle est partie 1 heure plus tard. Nous avons échangé nos numéros et promis de rester en contact. Mais nous savions toutes les deux que cela n'arriverait pas. Nous étions l'une pour l'autre un rappel de la douleur, des erreurs, de ce qui aurait pu être différent. 1 mois plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, je n'ai pas répondu. Le lendemain encore, puis j'ai reçu un message de Vivian. Leila, nous devons parler. S'il te plaît, j'ai supprimé le message, je n'ai pas lu les suivants. Ronald a également essayé de me contacter, par email, par message. J'ai tout ignoré, puis j'ai pris une décision, déménager, commencer une nouvelle vie. Le salon marchait bien, j'avais suffisamment de clients, mais cette ville était trop proche des Harrison, trop chargée de souvenirs, j'avais besoin d'un nouveau départ. Tara et moi en avons discuté un soir pendant que Laurel dormait. Tu es sûre m'a-t-elle demandé. Oui, je veux que Laurel grandisse loin d'eux, pour qu'il n'y ait aucune chance de rencontre fortuite, aucune tentative de prise de contact. Où iras-tu? Je pensais à Seattle ou Spokane, quelque part pas trop loin, mais pas tout à fait près non plus. Tara a hoché la tête. Alors je viens avec toi. Quoi? Tu crois que je vais te laisser partir toute seule? Nous sommes partenaires, Lyle, dans les affaires et dans la vie. Nous partons ensemble. Je l'ai prise dans mes bras et nous avons toutes les deux pleuré. De joie, de peur, de soulagement. Nous avons déménagé à Spokane 3 mois plus tard. Nous avons loué un petit local dans le centre-ville et avons transporté notre équipement. Les clients ont rapidement afflué. Tara avait le don de rendre les gens beaux et je savais écouter leurs histoires. Le salon est redevenu notre deuxième maison. Marcus venait nous rendre visite tous les mois. Il disait que c'était pour affaires, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Il arrivait le vendredi soir et restait jusqu'au dimanche. Nous nous promenions dans le parc avec Laurel, préparions le dîner ensemble, regardions des films, rien de sérieux, rien d'officiel, juste du temps passé ensemble. Un jour, il m'a dit: Tu sais que je veux plus, n'est-ce pas? Je sais. Mais je peux attendre, autant que tu veux. Pourquoi? Parce que tu en vaux la peine. Lorelai a eu un an quand un montant supplémentaire a été versé sur le compte. 5 000 $, sans explication, sans note, juste un virement. J'ai appelé la banque, vérifié l'expéditeur. Dexter Garrison. Le mois suivant, encore 5 000, et encore, et encore. Je ne comprenais pas ce qui se passait, jusqu'à ce que Jocelyn m'appelle. Dexter t'envoie encore de l'argent, mais pourquoi? Parce qu'il se sent coupable, parce qu'il comprend qu'il t'a fait du mal. Il ne peut pas changer le passé, mais il essaie de réparer quelque chose. Je l'écoutais et je ressentais à nouveau la même amertume. Il le faisait maintenant, mais pas quand j'en avais besoin. Et ses parents? Ils ne te mettent pas la pression, ai-je demandé. Ils sont désespérés, Dexter ne les laisse voir ni Eliana ni notre fils. Oui, nous avons un deuxième enfant, un garçon, Owen, et Dexter leur a dit que tant qu'ils ne changeraient pas vraiment, ils ne verraient pas leurs petits-enfants. Et ils essaient de changer? Ils essaient de donner cette impression, mais Dexter voit clair dans leur jeu. Il a changé, Léla, il est devenu plus fort. Mais cela lui a coûté cher. D'accord, ai-je dit, qu'ils vivent avec ça. 1 semaine plus tard, une lettre de Viviane est arrivée, écrite à la main sur du beau papier. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais j'ai finalement décidé de la lire. Chère Leila, je sais que je n'ai pas le droit de m'adresser à toi. Je sais que nous t'avons fait du mal, mais je t'en supplie, donne-nous une chance. Donne-nous la possibilité de faire partie de la vie de Laurel. Nous sommes prêts à tout réparer, prêts à nous excuser sincèrement. S'il te plaît, Viviane. J'ai relu la lettre 2 fois, puis je l'ai déchirée et jetée. Le mois suivant, 10 000 $ ont été versés sur le compte de la part de Viviane et Ronald. Je n'ai pas touché à l'argent. Le mois suivant, encore 10 000. Et encore. Tara m'a demandé: Tu vas leur répondre? Non. Ils essaient. C'est trop tard. Ils ont eu leur chance, beaucoup de chance. Ils les ont utilisés pour m'insulter, m'humilier. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Mais Laurel n'a pas besoin d'eux. L'ai-je interrompu? Il m'a, moi, Marcus et les gens qui l'aiment vraiment. Les Harrison n'apporteraient que du poison. S'ils veulent vraiment des petits-enfants, ils ont Jocelyn, son fils et sa fille. S'ils ne parviennent même pas à convaincre Dexter de les laisser voir leurs petits-enfants, je n'ai rien à ajouter. Elle acquiesça sans discuter.
Lorelei a maintenant 3 ans et demi, il parle par phrases, court dans le salon, rit quand Tara lui fait des coiffures rigolotes. Marcus vient tous les week-ends et Lorelei l'appelle déjà Oncle Marc. Il n'y a toujours rien d'officiel entre nous, mais nous savons tous les deux que nous allons dans la bonne direction. Dexter continue d'envoyer de l'argent, une pension alimentaire et des sommes supplémentaires. J'ai ouvert un compte séparé pour Laurel. Quand il sera grand, il décidera lui-même quoi en faire. Viviane et Ronald envoient aussi de l'argent. Je ne touche pas à leur argent, je ne réponds pas à leurs lettres. Parfois, je pense à Jocelyn. Je me demande comment elle va, si elle est heureuse, si Dexter est devenu l'homme qu'elle voulait, mais je ne la contacte pas. Cette vie est terminée. Une nouvelle a commencé. Aujourd'hui, je suis dans le salon, je regarde par la fenêtre la ville au printemps. Laurel dort dans un coin, dans un petit lit que nous avons installé à la place de la poussette. Tara coupe les cheveux d'une cliente, elle rit d'une blague. Marcus a promis de passer ce soir avec des pizzas. Je regarde mon reflet dans le miroir. Une femme de 30 ans, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un tablier de travail, fatiguée mais satisfaite. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est la mienne, vraiment la mienne.